très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs amoureux d'un livre mille idées. Bienvenue dans ce nouveau numéro dans lequel nous allons parler d'un livre extrêmement intéressant qui parle d'éloquence. Éloquence, thème qui touche beaucoup, qui intéresse plus d'un parce que parfois on a de l'admiration pour des gens que l'on voit notamment à la télévision, tels que dans ce magazine. Et pour des gens que vous voyez, ça peut être des religieux, des avocats, et on a toujours cette envie de pouvoir faire comme eux. Et aujourd'hui, on va devoir partager quelque chose là-dessus. Nous allons parler autour de ce livre, comme je le disais, Au chevet de mon pèlerinage d'une voix sur la voie de l'éloquence. C'est un livre écrit par Jérémy Madiela Bena. Alors pour la petite présentation, c'est que Jérémy Madiela Bena est un homme aux multiples casquettes. Il est juriste de formation, inspecteur des droits humains, chercheur en droit affilié à l'IRDH, cofondateur de la corporation de la jeunesse élite chercheuse en droit, Vimat Jure. Il est également poète, novelliste, romancier, coach en éloquence et doctorant à l'université de Lubumbashi. Alors, Au chevet de mon est un livre paru aux éditions de presse, aux éditions universitaires européennes en 2022. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Maître Jérémy, à qui on dit bonjour et bienvenue. Bonjour à vous également, bonjour à nos auditeurs et à nos auditrices. C'est un plaisir toujours de me retrouver au sein de la science pour échanger. Vraiment. Et Maître, il y a une question qui vient tout de suite. C'est l'intrigue qu'il y a dans le titre Au chevet de mon pèlerinage d'une voix sur la voie de l'éloquence. On dirait qu'il y a un jeu de mots entre voix et voix. Alors on se pose finalement la question de savoir quel est le secret ou les messages cachés dans ce titre. En fait, je pense toujours que dans un livre, il y a des auteurs. Il y a celui qui l'écrit, il y a celui qui l'élit. En tout cas, chaque lecteur saura tirer du livre les secrets. Mais si je peux répondre liminairement sur cette question, c'est qu'il y a 4 variantes. Il y a au chevet de mon, il y a pèlerinage, il y a voix et voix d'éloquence. Pour moi, je conçois que la parole aujourd'hui est en dépérissement. Généralement, et c'est là d'ailleurs est à constater, que les épreuves au niveau des universités, les épreuves qui sont axées sur l'oral sont en baisse. La plupart du temps, ce sont des épreuves écrites. On donne plus de sens à l'écrit alors que l'oral est très important, soit pour une personne qui passe sur le banc de l'école, même pour toute personne, parce que c'est la base de la communication. Et donc, je trouve que la parole est en dépérissement et que l'homme doit être au chevet des mots pour exceller. Et dans la deuxième partie, on vous a dit voix et voix. Première voix, c'est un chemin. Et deuxièmement, c'est la voix. Donc, pour moi, je conçois que l'éloquence, c'est comme un voyage. C'est-à-dire, on n'aboutit pas, on ne devient pas éloquent. On recherche continuellement à être éloquent. Et c'est ça qui est beau, les dépassements de soi. Et justement, quand on parle d'éloquence, il y a d'autres concepts qui gravitent tout autour de l'éloquence, qui parfois posent un petit problème de compréhension parce qu'on ne sait pas éclaircir correctement ce que cela voudrait dire. C'est notamment art oratoire, rhétorique qui vient aussi s'adjoindre. Et finalement, on se dit, mais on ne sait pas, est-ce qu'il y a des nuances, est-ce qu'il y a des convergences, est-ce qu'il y a des divergences entre ces 3 concepts? Ah oui, éloquence, art oratoire et rhétorique. En tout cas, c'est une très belle question. Cette triptyque-là que vous avez énoncé, éloquence, art oratoire et rhétorique, a déjà été abordée par Lionel Bélanger dans son ouvrage La prise de parole captivante. Et aujourd'hui encore, plusieurs personnes s'embourbent à vouloir étayer ou en tout cas entrer en profondeur dans ces 3 concepts. Mais si je puis dire quelque chose, c'est que l'éloquence, c'est l'aptitude à bien s'exprimer. Parler avec aisance, s'exprimer avec aisance, c'est l'éloquence, c'est les premiers paliers. Les seconds paliers, c'est l'art oratoire. On ajoute à l'aisance de la parole des arguments susceptibles de convaincre, de dissuader ou de persuader. Et donc, l'art oratoire se situe entre l'éloquence et la rhétorique. Et la rhétorique, c'est la science de la parole, c'est la science de l'éloquence. À la différence de l'éloquence qui est un fait, c'est-à-dire, non, mais ce journaliste est éloquent. Non, mais Maître Jérémy est éloquent. Non, mais tous les auteurs de librairies, les Polièdes, sont éloquents. Au-delà de tout ça, la rhétorique, c'est une science, parce qu'il y a un objet d'étude et il y a des méthodes de recherche.
Donc la rhétorique, on ne peut pas dire que cette personne est rhétorique. Non. Non, mais cette personne a saisi la rhétorique parce que la rhétorique est une science, à contrario à l'éloquence qui est un fait. Et pour parler, parlant de cette triptyque telle que vous l'avez énoncée, il y a des gens qui pensent tout de suite à Cicéron. Ah oui. Et ils se disent, mais quand on parle de Cicéron, où est-ce qu'on les situe? Était-il éloquent ou faisait-il preuve de rhétorique ou d'art oratoire? Cicéron, on l'appelait quand on était jeune Toulouse Kikero, de son vrai nom. Je dirais que Kikero est comme un trident en fait. Il a les trois. Pourquoi? Parce que Cicéron avait cette aisance en parole. Mais attention, au-delà de ça, il était au second palier parce qu'il a ajouté à l'aisance les arguments capables de convaincre, de persuader ou de dissuader. Et il a écrit des ouvrages, des oratores, par exemple, si vous lisez des oratores, c'est un ouvrage de Cicéron où il parle principalement de l'art oratoire. Donc, il a été dans l'éloquence, dans l'art oratoire, et enfin, il a étudié la parole comme une science, en recherchant son objet d'étude et en procédant par des méthodes de recherche. Tout à l'heure, vous avez parlé du dépérissement de la parole. Effectivement. C'est un sujet qui est assez poignant parce que aujourd'hui, il y a comme une difficulté, il y a cette peur-là de parler en public. D'ailleurs, je garde la question pour la fin. La maniabilité de la parole, le fait qu'on s'exprime avec aisance, est-ce un don inné, divin ou quelque chose qui est réservé à une certaine catégorie, par exemple des avocats ou des religieux ou des professeurs? Est-ce que c'est simplement réservé à une catégorie où tout le monde peut s'en servir? En fait, cette question que vous posez, elle est vieille comme le monde parce que c'est un débat qui a divisé plusieurs théoriciens de la parole depuis des temps immémoriaux. Et d'ailleurs, Maître Jacques Mukonga, qui a également écrit sur l'art de la parole, y revient. En fait, il y a des franges qui se sont divisées. Il y a d'une part ce qu'on appelait les fatalistes. Et ils disent que l'éloquence, l'art oratoire, est un don naturel. Si on n'est pas éloquent, on ne peut pas le devenir. Comme quelqu'un disait, on est poète, on ne le devient pas. Ou on n'est pas poète, on le devient. Donc, pour les fatalistes, ils se disent, non, non, la parole, c'est un don. Mais moi, je trouve que c'est la deuxième frange qui a raison. Et c'est la frange des acquisiteurs ou des positivistes. Pour eux, ils se disent que l'éloquence, bien qu'il soit un don pour certains, peut cependant être appréhendé avec des formations et avec beaucoup d'efforts. Et moi, je trouve que c'est la meilleure des thèses parce que, regardons l'histoire d'un homme ancien que plusieurs latinistes connaissent, Démosthène. Et il était bègue, chétif. Il n'avait pas la possibilité de s'exprimer en public. Mais il s'enfermait dans une grotte, il s'est rasé la tête et il répétait les grands discours. Voyez-vous, après un temps, Cicéron parle de lui, c'était le plus grand orateur qui Athènes ait connu. Donc, moi, je me dis que l'art oratoire peut s'apprendre. Et moi qui vous parle, déjà enfant, j'avais un conflit naturel avec la parole. Mais par l'art du travail, par l'art de la remise en question, on arrive cependant à devenir éloquent. Donc tout le monde peut être éloquent, journaliste, professeur, élève, juriste, voilà, tout le monde peut l'être, pas seulement les avocats. Et en entrant de plein pied dans le livre, il y a une certaine méthodologie de conseils pratiques que l'on donne aux lecteurs. D'ailleurs, j'invite tous nos amis téléspectateurs, amis auditeurs, à passer à la librairie pour se procurer du livre et découvrir dans la profondeur. C'est qu'il y a des instances oratoires. Effectivement. Notamment l'éthos, logos et les pathos. Dit comme ça fait peur. Hein. Ça fait peur parce que c'est assez latin, on ne le comprend pas exactement. Est-ce que vous pouvez éclairer un tout petit peu nos auditeurs et nos téléspectateurs sur la question? D'ailleurs, c'est une très bonne question. Que les auditeurs n'aient pas peur. Ce livre est très abordable. Déjà que les Français qui y époulaient est un français potable pour tout le monde. Donc on s'est efforcé quand même de pouvoir rendre cet ouvrage accessible parce que la parole, comme je l'ai dit, c'est un don pour tout le monde. Alors, les pathos, les ethos, le logos, ce sont les trois instances oratoires qu'on appelle aussi les triangles oratoires. En fait, l'éthos renvoie premièrement à l'orateur. Vous ne pouvez pas commencer un discours sans savoir qui vous êtes. La persuasion commence d'abord par l'échiquier de l'orateur. C'est un exemple que je donne. Imaginez-vous à un instant qu'une personne dont on sait la faible maîtrise de la science
Je ne dis pas que tous les chanteurs le sont, mais imaginons quelqu'un dont la profession n'a rien à voir avec la médecine et qui débarque dans une conférence internationale pour parler de la médecine. Déjà, la première des choses, c'est que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il va dire? Donc, l'orateur est très important. C'est l'axe premium dans les discours. Vous devez savoir qui vous êtes. Et ça commence par l'habillement, par exemple. Vous ne pouvez pas débarquer à un discours si vous n'êtes pas bien taillé. Deuxièmement, c'est son image. On dit généralement, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que les fréquentations de l'orateur, les gens les connaissent et ils les savent. C'est pourquoi l'éthos renvoie à l'orateur, à sa capacité, à son histoire, à son niveau linguistique, mais également à son image. Lui, il est très important pour un orateur de sonner son image. Les seconds paliers, c'est les pathos. Les pathos renvoient à l'auditoire. C'est à qui on doit s'adresser. Il est toujours méticuleux de pouvoir savoir à qui on doit s'adresser. Pour trois choses. Premièrement, parce qu'il faut jauger les niveaux de ceux à qui on doit parler. J'arrive avec des mots très sophistiqués. Mesdames et messieurs, voyez-vous, et vous allez rater votre discours parce que les gens ne vous ont pas compris. L'éloquence n'est pas de la grande éloquence. Il ne suffit pas de venir poser des mots que les gens ne connaissent pas. Loin de là. Il faudrait que votre discours soit malléable, potable, assimilable. Il faut toucher les cœurs de ceux qui vous entendent. Et donc, il faut savoir. Mais également, c'est la question de la langue. C'est ici dont j'aimerais poser un déclic. Beaucoup de gens pensent que l'éloquence a trait au français. C'est simplement lorsqu'on parle en français qu'on est éloquent. Non. Bien que nous, en tout cas, les livres sont écrits en français et que la plupart, la RDC a des langues administratives, notamment l'anglais et les français, mais on peut être éloquent en lingala, on peut être éloquent en swahili, on peut être éloquent en chiluba ou en kikongo. L'essentiel, c'est la manière dont vous structurez votre discours. Donc si vous arrivez et que vous savez que votre public ne parle pas français, eh bien adaptez-vous au public. Si vous parlez à des enfants, descendez à leur niveau, comme le font les moniteurs des écoles du dimanche. Et donc, c'est un peu ça. Et troisièmement, nous avons le logos. C'est ici la clé. Votre discours, il faut les soigner, il faut l'articuler. Je pense que plus nous progresserons dans cette émission, nous allons parler du discours. Et maître, revenons un tout petit peu à l'auteur, l'orateur. Oui, oui. Soigner sa présentation, puisque la communication non verbale prend beaucoup de pourcentage lorsqu'on communique, notamment le fait que l'on se... Comment doit-on se présenter devant un public? Est-ce qu'il faudrait que l'on ressemble, disons, avoir une démarche quasiment cartésienne, ne pas rire, être serein, ou comment doit-on se présenter devant son public? C'était une très bonne question. Alors pour ma part, je dirais qu'il faut être naturel. Le naturel, c'est la clé du tout. Parce que lorsque vous voulez faire plus que ce que vous êtes, vous faites mal. Comme je le dis toujours, trop sérieux, c'est ne pas sérieux. C'est-à-dire, à un moment, il faut être naturel. Mais également, pas dans la bassesse. Lorsque vous marchez, que vous devez présenter un discours, le langage non verbal parle sur vous. Si vous avez une démarche titubante, les gens vont s'en apercevoir. Oui. Si vous tremblotez des mains, les gens vont s'en apercevoir. C'est-à-dire que vous devez gérer votre corps parce que votre corps parle avant votre bouche. Et évitez des tics. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent, ils se grattent la tête. Ou lorsqu'ils parlent, ils bougent des pieds. Donc, tous ces tics-là, tous ces gestes non maîtrisés doivent être maîtrisés. Et cela demande du temps. C'est-à-dire, pour ceux qui se disent peut-être, est-ce qu'on doit devenir éloquent en un jour? Je dis non. C'est-à-dire, il faut les travailler, il faut mûrir en fait. C'est dans l'exercice qu'on arrive à maîtriser tout ça. Et voilà. Et parlons de l'auditoire, puisqu'il y a une question qui peut faire en sorte que l'orateur tombe dans un piège, celui de plaire à son auditoire, tout en oubliant ce pourquoi il doit s'exprimer. À quel degré doit-on situer notre présentation? Par exemple, on sait que c'est dans une conférence internationale. Je prends votre cas, vous êtes doctorant, et que dans la dite conférence, il y a sûrement des spécialistes, des professeurs, des docteurs en matière. Comment doit-on, à quel niveau est-ce qu'on doit structurer son discours? Est-ce qu'on doit être dans l'extrême, dans le bas, ou on doit malléer un peu son discours pour qu'il ne soit pas bâclé? Effectivement, dans votre question, il y a une part de réponse. Parce que, comme on a parlé de l'orateur, je vous avais
ceux qui liront l'ouvrage, parce qu'on ne peut pas parler du tout. Il y a 3 styles d'orateurs. Il y a un orateur ciblé, il y a un orateur tempéré et un orateur simple. Les orateurs sublimes, généralement, ils osent les temps. Ils ont recours à des gestes grandioses. L'orateur tempéré, c'est quelqu'un, quand il commence son discours, vous avez l'air comme s'il ne va rien dire. Mais il arrive à vous étonner et à percuter l'auditoire. Et l'orateur simple, c'est quelqu'un qui ne recourt pas vraiment à un langage très soutenu, mais qui est très bien compris. Alors moi, je me dis que l'orateur idéal, c'est un trident, c'est-à-dire, on connaît tous quelques élans mythologiques, avec Poséidon qui avait comme arme un trident, c'est-à-dire un arme à 3 têtes. Il faut être à la fois un sublime, être à la fois un tempéré, être à la fois un simple. Je crois en 2022, au mois d'octobre, nous avons été sélectionnés dans le cadre d'un concours international sur le droit au Hada, au Cameroun. Et lorsque nous y étions, nous avons été amenés à prendre la parole en public. Un auditoire très bondé, des personnalités comme d'excellents professeurs qui sont à la base même de la création du droit au Hada. Et la question qui m'a tiqué, c'était la manière dont certains prenaient la parole. Et donc la parole, il faut que vous soyez dans le juste milieu. Parce que lorsque vous êtes très haut, vous tiquez, et certains peuvent voir en cela de l'orgueil. Lorsque vous êtes très simple et très bas, certains peuvent vous déconsidérer, et donc il faut être dans le juste milieu. Malayez votre parole, malayez votre présentation. Parlant de concours d'éloquence, d'ailleurs on va y revenir. Sur la ville, il y a de gauche à droite de plus en plus de concours qui sont organisés. Quels conseils donnerez-vous aux amateurs d'éloquence, de la structure tout à fait méthodique de leur discours, parce que lorsqu'on devrait on doit prendre la parole en public, comment est-ce qu'on doit structurer son discours? Est-ce qu'on vient, on va au calame, ou comment on s'y prend pour produire son discours? Très bien. Alors, pour des orateurs aguerris, il n'y a pas véritablement une structure à suivre obligatoirement. Mais pour des orateurs novices, nous conseillons de structurer son discours de manière à ce que les éléments posés dans le discours arrivent à convaincre l'auditoire. Et quelles sont ces parties? Généralement, on retient 6 parties. On a l'exorde, c'est l'entrée en matière. Lorsque vous prenez la parole dans un concours, il faudrait saluer son public, saluer les membres du jury, saluer ceux qui sont là. Les anciens appelaient cela de la captatio benevolentiae. C'est-à-dire, les gens à qui vous devez parler, vous devez capter leur attention, la bienveillance en fait. Alors en les saluant, ils seront intéressés par vous. Mais ne traînez pas trop. Deuxièmement, après l'exode, il y a la narration. Il faudrait retourner votre thème sous forme d'une narration. Vous pouvez dire par exemple que l'on entend de nos jours que la parole est en dépérissement et que l'homme doit être chevet de mots. Alors mon discours d'aujourd'hui, voilà, quand vous retournez votre question ou votre thématique sous forme d'une narration, les gens sont plus enclins à vous écouter. Et troisièmement, il y a la division. Vous devez structurer votre discours. Dire par exemple aux gens que premièrement, je vous dirai ceci, deuxièmement, je parlerai de ceci, troisièmement. Ou vous pouvez dire primo, secundo, tertio. En tout cas, utilisez les méthodologies à votre portée pour faire montre au public que votre discours est structuré. Quand on était enfant, si nous allions voir un ami et que nous ne savions pas sa maison, au premier abord, les chemins paraissaient très longs. Oui. Mais lorsqu'on y revenait pour la deuxième fois, les chemins paraissaient très courts. Si les gens savent où va votre discours, ils seront enclins à vous écouter. Mais si vous commencez votre discours, on ne sait pas où est-ce que vous avez commencé, où est-ce que vous allez, les gens vont se désintéresser. Et quatrièmement, il y a la confirmation. C'est là où vous posez les arguments en faveur à votre thématique. Imaginons que le thème d'aujourd'hui soit les louchois doivent venir aux librairies lépoliennes pour acheter des ouvrages. Et donc, dans cette thématique-là, c'est ici que nous allons montrer les bienfaits des ouvrages, nous allons montrer les bienfaits de la librairie pour inciter les personnes à venir acheter des ouvrages, notamment au chevet de mots, pèlerinage d'une vaste éloquence qui va vous permettre d'avoir une malléabilité de la parole. Et après l'étape de la confirmation, quand vous avez posé des arguments, c'est la réfutation. La réfutation, ici, vous devez mettre en mal les arguments qui sont contre votre thème. Vous allez dire par exemple, quels sont les clichés qui entourent généralement la lecture? On va vous dire, non, les gens qui lisent sont déconnectés de la réalité. Non, les gens qui lisent ne sont pas élégants. Alors, vous allez dire, on entend dire que la lecture
ne serait qu'un pari désespéré. Que les gens qui liraient, ça donnerait à des choses qui n'ont pas d'importance. Et que l'élégance serait des travail. Il faut maintenant battre ces arguments-là pour démontrer que non, tout ce qu'on dit à l'endroit de ceux qui lisent n'a pas de fondement. Et lorsque vous avez fini votre réfutation, vous allez faire la péroraison, c'est la conclusion. Vous allez réunir tout ce que vous avez dans votre discours de manière à rappeler le public les étapes dont vous avez abordé. Et finalement, vous pouvez atterrir soit par une citation, soit par un silence. Mais à la fin, il faudrait vraiment tirer les gens sur les thèmes, en fait, pour que les gens retiennent, parce que c'est ce qu'ils retiennent. On dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc les gens attendent la fin. Il faut marteler vers la fin. Et mettre de l'exorde à la péroraison, notamment en passant par la narration, sur quelle étape doit-on le plus s'appuyer pour percuter son auditoire? Je crois que si la question c'est quelle est l'étape la plus importante, je dirais que les étapes sont toutes importantes. Parce que et l'exorde, et la narration, et la confirmation, et la réfutation, et même la péroraison, très important. Mais si on veut maintenant dire où est-ce qu'on peut s'appuyer un peu plus longuement, ça sera dans la confirmation. Parce que c'est là où vous étiez des arguments en faveur de votre thèse, votre discours. Ça peut être un discours religieux. C'est là où vous allez asseoir votre discours sur la prédication. Ça peut être un discours juridique. C'est là où vous allez asseoir vos arguments sur la notion de droit que vous défendez. Ça peut être l'enseignement. C'est là les creux de la leçon. Comme le disent les pédagogues, vous faites votre accroche du sujet. Mais là, ce sont les arguments. Donc c'est là où vous allez un peu plus vous appesantir, mais pas trop. Quand même. Et une fois la structure de la rédaction assez finie, comment doit-on préparer l'avant-exposé, gérer son exposé lors de la présentation et comment gérer l'après-exposé? Oui, ce sont les trois temps du discours. Il y a l'avant-exposé, il y a l'exposé, il y a l'après-exposé. L'avant-oral, l'oral et l'après-oral. Avant l'oral, il faut se préparer. Je l'ai toujours dit. Une fois, nous étions avec une personne de très haute notoriété et nous avons été appelés à prester lors d'une émission télévisée. Alors, se croyant déjà parfait, il n'avait pas préparé. Lorsqu'on est arrivé sur le plateau, il n'a rien dit. Il ne répétait que les mêmes choses, la redondance. C'est-à-dire que la préparation avant les discours est très importante. Que vous soyez expert en parole ou novice, il faut préparer. Préparez votre discours, toiletez votre discours, regardez s'il y a des coquilles qu'on peut enlever et essayez de reprendre votre discours. Même les présidents de la République de plusieurs États répètent d'abord leur discours. Il y a un auteur français d'ailleurs qui a écrit un très bon livre sur les discours à la présidence. C'est-à-dire on voit comment les présidents de la République répètent son discours avant. Et cela passe notamment par les miroitements. Vous pouvez vous regarder dans un miroir, voir comment vous gesticulez. Mais vous pouvez également faire appel à vos proches. Essayez de refaire ces discours devant vos proches. Comme ça, ils pourront vous dire où est-ce que vous avez des difficultés. Ils pourront alors vous dire, amendez ici, voilà des remarques, voilà des critiques qui peuvent être bien sûr positives ou négatives. Et lors de l'oral, vous devez notamment être là à temps, soigner votre image, comme on l'a dit, passer avec assurance, éviter l'éthique, être concret, concis et finir. Et l'après-oral, comme il faut finir, il faut généralement s'attendre à des questions. Parce qu'après un discours, généralement, il y a des questions qui viennent. Il y a des gens qui préparent très bien leur discours, mais ne s'attendent pas à avoir des questions. Et lorsque les questions viennent, les gens se disent, mais non, tout ce qu'il a dit avant, et comment il répond après. Mais il nous a menti. Il faut toujours préparer l'après-oral et recevoir également les objections, les amendements ou les critiques. Et n'hésitez pas surtout à sourire et à saluer l'auditoire. Et une question qui vient tout de suite en tête, c'est parlant de remarques devant les jurys, par exemple, puisque j'ai eu à suivre un concours, je crois le concours de Montreuil, dans lequel un des participants n'a pas su digérer une remarque qui lui avait été formulée par un des membres du jury et c'était la pagaille parce qu'il a aussi voulu réagir sur les temps, il s'est vu être disqualifié. Comment doit-on gérer l'émotion lors de la gestion de remarques? Il y a des remarques qui peuvent venir, qui peuvent être bonnes, d'autres assez poignantes. Comment on gère émotionnellement les remarques? Effectivement, tous ceux qui viennent vous poser des questions lors d'un discours ne viennent pas
pour vous caresser la joue. D'autres viennent avec l'intention de vous déstabiliser. Et d'ailleurs, c'est ça la beauté même du débat qu'on voit dans nos télévisions et dans plusieurs médias actuels sur les réseaux sociaux. Mais il faut garder son sang-froid. Il faut gérer ses émotions. Répondre à la hâte n'est jamais bonne chose. Il faudrait garder un temps, digérer la question, comprendre la question et savoir par où on peut aller. Toute question posée n'a pas toujours droit à une réponse. On peut vous poser une question qui vous tique, vous pouvez déjouer la question. Quelqu'un vous dit par exemple, Maître Jérémy m'a dit là, vous écrivez sur l'oratoire. Il y a beaucoup de gens ont déjà écrit sur l'éloquence. Est-ce qu'on peut encore acheter les livres au chevet de mots? C'est une question qui m'a été posée. Est-ce que je dois répondre directement de manière véhémente? Je dis non. Je dis, mais très cher ami, la parole est continuellement en gestation. Et du jour au lendemain, la science évolue. Et au-delà de cela, il y a plusieurs ouvrages qui se sont basés sur l'art des sophistiqués. Oui. C'est-à-dire que les verbes qui y sont employés sont peu assimilables. Alors que dans le chevet de mots, c'est un condensé de plusieurs ouvrages. Mais c'est également une expérience personnelle qui amène le lecteur non pas à digérer simplement des simples mots, mais à se voir lui-même dans l'exemple de l'auteur dans ses livres. Et donc vous arrivez facilement à comprendre les rouages, les difficultés, les écueils de la parole et à pouvoir les surmonter. Donc il faudrait toujours avoir son sang-froid et savoir que lorsqu'une question vient, elle peut être mauvaise, mais il faut l'accepter. Et ne jamais dire à quelqu'un, mais la question que vous me posez, c'est une question banale, c'est une question bête. Non, mais vous allez les vexer parce que je vous ai dit, l'éloquence, il faut plaire, il faut dissuader, il faut persuader. Donc vous n'allez pas convaincre quelqu'un déjà dès l'entame que vous châtiez par vos mots. Donc il faudrait l'amener à comprendre. Non, votre question elle est bonne, mais je crois qu'elle est mal dirigée. Je dirais plutôt que voilà, lorsque vous embellissez comme ça, ça passe. Vous pouvez dire non, votre critique, je l'accepte, du moins. Mais elle n'est pas totalement vraie. Parce que, voilà, vous ne pouvez pas dire non, mais ça c'est une mauvaise critique. Hein, c'est une fausseté. Même pour dire que c'est faux, vous pouvez dire que ce sont des contre-vérités. Ça passe. C'est-à-dire qu'il faut que vos mots en fait, il faut diluer ces mots parce que avec les mots, on peut créer une guerre. Et généralement, comme d'ailleurs les dit Bertrand Prier, la parole c'est un sport de combat. Et donc dans ces combats-là, il faut savoir que le but n'est pas de vaincre, mais de convaincre. Et enfin, il y a l'improvisation qui arrive. Généralement, on pose une question sur l'improvisation. Comment doit-on faire pour improviser? Comment se préparer et gérer les imprévus lors d'une prise de parole? Oui, généralement, sur l'improvisation, on est appelé à improviser. Dans beaucoup de cas. Imaginez-vous, vous arrivez quelque part, on vous dit non, nous appelons monsieur tel pour faire un discours. Vous n'avez pas été préparé. Vous arrivez, on vous dit non, vous devez discourir. C'est là qu'intervient l'improvisation. Et pour improviser, il faut quelqu'un qui a une bonne lecture. En fait, l'improvisation, c'est dire des discours préparés à l'avance, mais non présentés. C'est pourquoi un orateur doit toujours avoir des cartouches entre ses mains. Il faudrait toujours s'émirir. Et quand on vous donne un sujet, il faudrait contourner ce sujet-là, faire l'invention du sujet. Tourner autour du sujet, qu'est-ce que le sujet veut dire? Qu'est-ce qu'on veut que vous puissiez dire? Et lorsqu'on improvise, on ne parle pas avec une rapidité. Oui. Il faut avoir l'intonation, en tout cas un débit de parole très discontinu, de manière à ce que vous puissiez réfléchir au même moment et discourir au même moment. C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de préparation. Les bonnes choses ne durent pas, comme on le dit souvent. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine et à vous tous, très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs d'un livre 1000 idées. Vous avez été enrichis par les réponses de Maître Jérémy et nous vous demandons donc de passer à la librairie pour chercher le livre et aller dans la profondeur avec la matière. Maître Jérémy, merci d'avoir répondu activement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je remercie également la librairie Poilier. Voilà, merci beaucoup à vous, très chers amis téléspectateurs, amoureux d'un livre 1000 idées. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à toute la grande équipe qui a concouru à sa réalisation. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube, Un livre 1000 idées.
Abonnez-vous pour ne rien rater des émissions prochaines. Partagez les liens avec vos amis les plus proches et ceux d'ailleurs pour ne rien rater de nos nouvelles émissions. D'ici là, espérons vous retrouver prochainement. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je te dirai ce que tu deviendras. Choisis-moi, je suis le livre. J'ouvre la connaissance immense. Choisis-moi, je suis le livre, maître du sang.